Tu comprends pourquoi tu ne peux pas venir, n'est-ce pas, a dit ma mère, sa voix aussi désinvolte que si elle parlait de la météo. Le mariage de rêve de Vivien ne te concerne pas, Juliette. Il s'agit de sa journée parfaite. Et franchement, ta présence ne ferait que compliquer les choses. J'étais assise là, sur le canapé à fleurs dans le salon de mes parents à Charleston, en Caroline du Sud, fixant ses mains parfaitement manucurées croisées sur ses genoux. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur son visage, mais il n'y avait rien de doux dans les mots qu'elle venait de prononcer. Je m'appelle Juliette et j'ai 27 ans. Je travaille comme photographe indépendante spécialisée dans la photographie d'architecture et de voyage, gagnant juste assez pour couvrir le loyer de mon petit studio et entretenir mon matériel photo. Pendant des années, je m'étais convaincu que le fait d'être la fille négligée était tout simplement la norme dans ma famille. Ma sœur cadette, Vivien, de 3 ans ma Benjamine, avait toujours été l'enfant chéri. Elle était plus jolie, plus charmante, plus brillante aux yeux de mes parents. Elle a décroché un emploi très bien rémunéré dans une agence de marketing dès sa sortie de l'université, a épousé un riche banquier d'affaires nommé Grégory, et vivait maintenant dans une maison de ville impeccable dont ma mère aimait se vanter. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'être oublié à Noël ou de voir mon anniversaire éclipsé par la dernière réussite de Vivien. C'était une exclusion délibérée de ce que ma mère ne cessait d'appeler l'événement de la décennie. Compliqué comment, ai-je demandé, gardant ma voix stable, même si mes mains tremblaient légèrement. Ma mère a soupiré comme si m'expliquer cela était épuisant. Vivien a invité 300 personnes. Tous ceux qui comptent seront là. Le lieu à lui seul leur coûte 75 000 $. Elle porte une robe Vera Wang sur mesure. Il y aura des photographes de 2 magazines de mariage. Ce n'est pas un barbecue dans le jardin, Juliette. C'est une affirmation de statut. Et j'allais ruiner cette affirmation. Tu sais comment tu es, a-t-elle dit, et cette phrase m'a frappé plus durement que tout le reste. Tu ne t'intègres jamais vraiment. Tu es toujours en jean avec ce vieux sac d'appareil photo. Les amis de Vivien sont tous des gens soignés et bien mis. Tu te sentirais mal à l'aise de toute façon. Je voulais protester. Je voulais souligner que je possédais de jolies robes, que je pouvais avoir l'air présentable quand il le fallait, que le fait d'être photographe ne faisait pas de moi une sorte de paria social. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas vraiment une question de garde-robe. C'était une question de hiérarchie. C'était une question de me maintenir à ma place. Est-ce que Vivien sait que tu me dis ça, ai-je demandé. L'expression de ma mère a vacillé une seconde. Nous en avons discuté en famille. Ton père est d'accord que c'est pour le mieux. Et honnêtement, Juliette, tu devrais être soulagée. 750 000 $ pour un mariage? C'est le genre de pression que tu ne voudrais pas subir de toute façon. 750 000 $. Le chiffre était obscène. C'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 5 dernières années réunies. Et il dépensait cela pour une seule journée, un seul événement auquel je n'étais pas autorisé à assister parce que je risquais de le ternir par ma présence. Je me suis levé lentement, attrapant mon sac d'appareil photo à côté du canapé. Ma mère me regardait avec la même expression calme, comme si elle venait de m'annoncer une nouvelle parfaitement raisonnable. Je comprends, ai-je dit doucement. Elle a semblé presque soulagée. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si raisonnable à ce sujet. Raisonnable. C'était son mot pour docile. Pour accepter les quelques miettes d'affection que la famille me jetait. J'ai marché vers la porte, mes bottes faisant des bruits sourds sur le parquet. Juste avant de l'atteindre, je me suis retourné. C'est quand? Le mariage. Le 15 juin. Mais Juliette, je pense vraiment qu'il vaudrait mieux si. Je voulais juste savoir, les jeux interrompus, pour mon calendrier. Je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. En m'éloignant de leur impeccable maison de style colonial, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la colère. Pas exactement. C'était de la clarté. Une clarté froide et nette sur ma place exacte dans cette famille et sur ce que je valais pour eux. Le 15 juin était dans 3 mois. 3 mois qu'ils passeraient à préparer la journée parfaite de Vivien pendant que j'étais censé simplement disparaître. Me rendre commodément absente pour que personne n'ait à expliquer pourquoi la sœur aînée n'était pas là. Je me suis garé sur le parking d'un café et suis resté longtemps dans ma voiture, fixant mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mon compte d'épargne. 4 300 $.
Pas grand-chose, mais c'était à moi. De l'argent que j'avais gagné par mon propre travail, par ma propre compétence. Une idée se formait, quelque chose d'audacieux, d'imprudent et de complètement différent de la Juliette raisonnable et docile que ma mère s'attendait à ce que je sois. S'il ne voulait pas de moi au mariage parfait de Vivien, très bien. Mais cela ne voulait pas dire que je devais passer cette journée seule dans mon appartement, à faire défiler des photos sur les réseaux sociaux d'un événement auquel j'étais interdite d'assister. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. L'idée a grandi au cours des semaines suivantes, consumant mes pensées pendant les moments calmes entre les contrats de photographie. J'avais toujours voulu visiter Paris. C'était le genre de rêve que j'avais relégué au fond de mon esprit. Quelque chose qui semblait perpétuellement hors de portée pour quelqu'un vivant d'un salaire à l'autre. Mais en regardant mes économies et en faisant le calcul, j'ai réalisé que c'était possible. De justesse, mais possible. En grandissant, Vivien et moi avions été proches pendant une brève période. Quand nous étions enfants, peut-être 4 ou 5 années de normalité heureuse avant que le favoritisme ne devienne trop évident pour être ignoré. Je me souvenais que nous construisions des forts en couverture ensemble, que nous partagions des secrets sous les draps après l'heure du coucher. Mais quelque part vers le collège, les choses ont changé. Vivien a découvert qu'elle avait du pouvoir dans notre dynamique familiale, que nos parents choisiraient sa version des faits plutôt que la mienne, qu'elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait en jouant la victime. Le premier incident majeur s'est produit quand j'avais 15 ans et elle en avait 12. J'avais économisé de l'argent en faisant du babysitting pour acheter un appareil photo professionnel, quelque chose que j'avais désespérément voulu. Quand il est arrivé, Vivien a piqué une crise en disant que j'avais reçu quelque chose de cher alors qu'elle n'avait rien eu. En une semaine, mes parents lui ont acheté un ordinateur portable qui coûtait le double de mon appareil photo. Le schéma était établi. À l'université, alors que je travaillais à temps partiel pour couvrir les dépenses que ma modeste bourse ne couvrait pas, Vivien a eu une voiture neuve pour son 18e anniversaire. Mes parents ont dit qu'ils avaient contribué à mon éducation, et que cela devait suffire. Peu importait que leur contribution couvrait à peine les manuels scolaires. Après l'obtention de mon diplôme, alors que je luttais pour établir mon entreprise de photographie, Vivien a décroché son emploi en marketing et a immédiatement commencé à gagner plus d'argent que je ne pouvais en rêver. La fierté de mes parents était palpable. Enfin, leur belle-fille cadette prouvait sa valeur. Pendant ce temps, j'étais invisible, sauf si on avait besoin de moi pour photographier gratuitement des événements familiaux ou pour garder leur maison quand ils voyageaient. J'aurais dû être en colère, et je l'étais, sous tout le reste. Mais surtout, j'étais fatigué. Fatigué d'espérer qu'un jour il pourrait me voir comme ayant la même valeur. Fatigué de me faire plus petite pour que Vivien puisse briller plus fort. 2 semaines après l'annonce de ma mère dans le salon, j'ai reçu le faire-part de mariage officiel par la poste. Il était adressé à mes parents et comprenait une note listant les membres de la famille qui étaient invités. Chaque personne, mes parents, les 2 pères de grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins. Tout le monde sauf moi. L'omission était délibérée et documentée. J'ai fixé ce carton d'invitation épais avec ses lettres dorées en relief et sa calligraphie élégante, et quelque chose s'est cristallisé en moi. Ce n'était pas un oubli. C'était une déclaration sur ma valeur dans cette famille. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie, Cara. Nous nous étions rencontrés 5 ans plus tôt lors d'un atelier de photographie et étions restés proches malgré le fait de vivre dans des villes différentes. Elle était l'une des rares personnes à comprendre ma dynamique familiale sans jugement. « Ils ne t'ont pas invité ?» La voix de Cara s'est élevée d'incrédulité quand je lui ai raconté. « Au mariage de ta propre sœur ? Apparemment, je suis une source de distraction pour sa journée parfaite. C'est insensé. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai pris une profonde inspiration. Je pense aller à Paris pendant le week-end de son mariage. Silence à l'autre bout du fil. Puis, dis-m'en plus. J'ai fait des recherches. Il y a une photographe à Paris qui fait des séances photo haut de gamme de style nuptial pour les voyageurs. Robe sur mesure, coiffure et maquillage professionnel, séance photo au lever du soleil à la Tour Eiffel. C'est cher, mais je peux me le permettre si je fais attention. Tu veux faire ta propre séance photo de mariage sans mariage ? Pourquoi pas ? S'ils vont m'exclure des événements familiaux, autant créer mes propres moments. Et je suis photographe. Je connais le pouvoir d'une bonne image. Cara Harry. J'adore ça. J'adore absolument ça. Quand est-ce qu'on part ?
Tu penses que je vais te laisser faire ça toute seule? J'ai des jours de vacances en réserve. Laisse-moi regarder les vols. Cette conversation a tout changé. Soudain, ce n'était plus seulement un fantasme ou un moyen d'éviter des rappels douloureux de mon exclusion. C'était un vrai plan avec une vraie amie qui croyait en moi. J'ai passé le mois suivant à accepter des contrats de photographie supplémentaires, acceptant toutes les missions que je pouvais trouver, portraits d'entreprise, photos immobilières, portraits de famille. Mon compte d'épargne a lentement augmenté. J'ai fait des recherches sur les quartiers de Paris, regardé les options d'hôtels, et trouvé une photographe nommée Isabelle, qui se spécialisait dans le type exact de séance que j'imaginais. Quand j'ai contacté Isabelle, lui expliquant ce que je voulais, elle a répondu avec enthousiasme. Elle avait une amie créatrice de robes qui pouvait créer une robe sur mesure à mes mensurations. Elle connaissait les endroits parfaits. Elle comprenait la vision. La robe seule coûterait $1500. Le forfait photographique était de $2000 supplémentaires. Les vols et l'hôtel pour Cara et moi seraient d'environ $3000 combinés. La coiffure et le maquillage, $300 de plus. Tout cela s'additionnait à plus d'argent que je n'en avais jamais dépensé pour moi-même en une seule fois. Mais chaque fois que j'hésitais, je pensais à se faire part avec mon nom visiblement absent. Je pensais au rejet désinvolte de ma mère, à sa certitude que j'accepterais simplement d'être effacé de cette étape familiale. 3 semaines avant le mariage de Vivien, j'ai tout réservé. Vol, hôtel, séance photo, mesure de la robe envoyée à la créatrice. Ça allait se produire. Je n'ai rien dit à ma famille. Ils ne m'ont pas demandé ce que je ferais ce week-end-là de toute façon. Je suis sûr qu'ils supposaient que je le passerais tranquillement à la maison, peut-être à voir un film ou à travailler sur mon portfolio, mais certainement pas à faire de vagues. Mais j'ai tout raconté à Cara pendant que nous planifions. Elle était presque plus excitée que moi, faisant des recherches sur les cafés parisiens et planifiant ce que nous ferions au-delà de la séance photo. Ce voyage est devenu quelque chose de plus grand qu'une simple réponse à mon exclusion. C'est devenu un acte de reprise de contrôle de mon propre récit. Mon téléphone a vibré un soir de fin mai. C'était un SMS de Vivien, la première communication directe que je recevais d'elle depuis le début de la planification du mariage. Maman a dit que tu comprenais pour le mariage. J'apprécie que tu sois mature à ce sujet. Ce n'est rien de personnel. Rien de personnel. Comme si exclure sa seule sœur du plus grand jour de sa vie n'était qu'une décision pratique, comme choisir du saumon plutôt que du poulet pour le plat principal. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant de répondre. J'espère que tu auras une belle journée. Je le pensais, d'une certaine manière. J'espérais qu'elle obtiendrait tout ce qu'elle voulait de sa célébration extravagante parce que j'étais sur le point d'obtenir quelque chose, moi aussi. La semaine précédant le voyage, mes nerfs ont lâché. J'ai tout remis en question. Étais-je mesquine? Était-ce juste une vengeance coûteuse qui me laisserait faucher et avec un sentiment de vide? Et si personne ne se souciait de mes photos de Paris? Mais alors ma mère a appelé, et ses doutes se sont évaporés. Vivien est tellement stressé, a-t-elle dit, se lançant dans la conversation sans préambule. Les dernières retouches de sa robe ne sont pas tout à fait parfaites et le fleuriste a dû remplacer 2 types de roses. Peux-tu imaginer? Après toute cette planification, ces petits désastres. Ça doit être frustrant, ai-je dit. Elle gère bien, cependant. C'est une vraie professionnelle. La mère de Grégory organise un déjeuner demain pour les membres du cortège nuptial et la famille immédiate. Ça devrait être charmant. Famille immédiate. Une catégorie à laquelle je n'appartenais apparemment plus. Je suis sûr que ce sera bien, ai-je dit. Est-ce que tu travailles ce week-end-là, le week-end du mariage, a demandé ma mère. Et il y avait quelque chose dans son ton qui me faisait penser qu'elle espérait en fait que je serais occupé, que j'aurais une excuse concrète pour mon absence qui rendrait toute la situation moins cruelle. J'ai des projets, ai-je dit. Oh, bien. Je suis contente que tu aies quelque chose pour t'occuper. Après avoir raccroché, j'ai sorti ma valise et j'ai commencé à faire mes bagages. Cara arrivait en avion 2 jours avant notre départ pour Paris, séjournant chez moi pour que nous puissions voyager ensemble. La créatrice de la robe avait envoyé des photos de confirmation de la robe terminée, et elle était à couper le souffle. Une création fluide de couleur ivoire avec de délicates perles sur le corsage et une jupe qui bougerait magnifiquement sur les photos. C'était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Quand Cara est arrivée, nous avons passé la soirée à revoir chaque détail du voyage.
Elle avait même apporté des accessoires, un voile délicat qu'elle avait trouvé dans une boutique vintage et un kit de conservation de bouquets pour que nous puissions sécher les fleurs après si je le voulais. Ça va être incroyable, a-t-elle dit, faisant défiler le portfolio d'Isabelle sur sa tablette. Regarde ces clichés. Tu vas avoir l'air de sortir d'un magazine. J'ai regardé les images, ces femmes magnifiques dans de belles robes dans des lieux parisiens emblématiques. Dans 2 jours, ce serait moi. La pensée était à la fois excitante et terrifiante. Tu penses que je suis vindicative, ai-je demandé. Cara a posé la tablette et m'a regardé sérieusement. Je pense que tu es humaine. Ils t'ont exclu d'un événement familial majeur et s'attendaient à ce que tu disparaisses tranquillement. Tu ne vas pas gâcher le mariage ou essayer de ruiner quoi que ce soit. Tu vis simplement ta vie d'une manière qui t'apporte de la joie. Ce n'est pas vindicatif. C'est de la survie. Nous avons pris l'avion un jeudi soir, atterrissant à Paris tôt le vendredi matin, heure locale. Malgré l'épuisement du vol de nuit, je me sentais électrique d'anticipation. La ville était tout ce que j'avais imaginé, élégante, historique et pleine de vie. Notre hôtel était un petit hôtel de charme dans le 7e arrondissement, à quelques pas de la Tour Eiffel. Après nous être enregistrés et avoir fait une sieste de quelques heures, nous avons rencontré Isabelle à son studio. Elle était chaleureuse et enthousiaste, son anglais excellent malgré un accent charmant. La robe est arrivée hier, a-t-elle dit, nous conduisant dans une arrière-salle où elle était suspendue à un mannequin. Je pense que vous serez très satisfaite. Elle était plus belle en personne que sur les photos. Le tissu ivoire captait parfaitement la lumière, et les perles étaient délicates sans être écrasantes. J'avais dit à la créatrice que je voulais quelque chose qui ait l'air nuptial, mais pas comme un costume, quelque chose qui pourrait être porté à un événement chic si je le voulais. Elle avait parfaitement réussi. Nous commencerons à 5h30 demain matin, a expliqué Isabelle. La lumière au lever du soleil est parfaite, et il y aura moins de touristes. La coiffure et le maquillage commencent à 4h. Je sais que c'est tôt, mais croyez-moi, les résultats en vaudront la peine. Ce soir-là, Cara et moi nous sommes promenés dans Paris, dînant dans un petit café et flânant le long de la Seine au coucher du soleil. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui se passait chez moi. À ce moment-là, les invités du mariage arrivaient à Charleston. Vivien passait probablement une journée au spa ou assistait à un événement pré-mariage. Mes parents étaient dans leur élément, accueillants et étant fiers. Et moi, j'étais ici, à Paris, sur le point de créer quelque chose de entièrement à moi. Nous nous sommes couchés tôt, en mettant plusieurs réveils. À 3h30 du matin, nous sommes sortis du lit en titubant et nous nous sommes préparés. La coiffeuse maquilleuse nous a rejointes à l'hôtel, transformant mon apparence habituellement décontractée en quelque chose d'éthéré. Elle a tissé de petites fleurs dans mes cheveux relevés et m'a fait un maquillage naturel mais soigné. À 5h du matin, vêtu de la robe ivoire, je me sentais comme une personne différente. Cara n'arrêtait pas de prendre des photos avec son téléphone, souriant tout le temps. Tu ressembles à une princesse, a-t-elle dit. Vivien va mourir quand elle verra ça. Si elle les voit, les jeux corrigés. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire des photos. C'était en partie vrai. J'avais des idées, mais rien de concret. Une partie de moi voulait publier les images publiquement pour créer un rappel visible que j'existais et que je pouvais créer de la beauté sans leur permission. Mais une autre partie de moi voulait les garder privées, une rébellion secrète que seul moi comprendrais pleinement. Isabelle est venue nous chercher dans sa voiture et nous avons roulé jusqu'au jardin du Trocadéro. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir, une douce lueur rose à l'horizon. La tour Eiffel se dressait devant nous, spectaculaire et emblématique. Parfait, murmura Isabelle, évaluant déjà les angles et la lumière. Pendant les 2 heures suivantes, nous nous sommes déplacés dans les jardins et les environs. Isabelle me dirigeait avec une expertise professionnelle, me faisant tourner, soulever la robe, regarder vers la tour, marcher le long des sentiers. Cara aidait avec le voile et la traîne de la robe, s'assurant que tout flottait parfaitement. C'était magique. Il n'y avait pas d'autre mot. Alors que le soleil se levait et que la lumière dorée se répandait sur la Seine, j'ai oublié que j'étais exclu du mariage de Vivien. J'ai oublié que j'étais la fille négligée. À cet instant, j'étais simplement Juliette, debout dans l'une des plus belles villes du monde, avec l'apparence exacte que je voulais avoir. Quand Isabelle a finalement baissé son appareil photo, elle souriait. Nous avons quelque chose de très spécial. Je le sens. Nous avons changé de lieu pour quelques clichés supplémentaires,
capturant des images près de la scène et sur un pont pittoresque. À 8 heures du matin, nous avions terminé, et j'étais épuisé, mais exalté. De retour à l'hôtel, j'ai retiré la robe avec soin, la suspendant là où je pouvais la voir. Cara et moi nous sommes effondrés sur nos lits respectifs. C'était irréel, a dit Cara. Sérieusement, Juliette, tu viens de créer de l'art. J'ai souri, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas exactement du bonheur, mais de la validation. La preuve que je pouvais créer mes propres beaux moments sans avoir besoin de l'approbation ou de l'inclusion de ma famille. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, jour du mariage. Tout a l'air parfait. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fermé les yeux et me suis laissé glisser dans le sommeil, satisfaite d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait articuler. Demain, je verrai les photos. Demain, je déciderai quoi en faire. Demain, tout pourrait changer. Mais pour l'instant, je me reposais, sachant que j'avais fait quelque chose de courageux, de beau et d'entièrement pour moi. Nous avons passé le reste du samedi à explorer Paris, mais mon esprit revenait sans cesse à Charleston. À ce moment-là, la cérémonie de Vivien avait commencé. J'imaginais le lieu, probablement une demeure historique ou une salle de bal d'un hôtel de luxe décoré à outrance. 300 invités en tenue de soirée. Mes parents saluant tout le monde avec des sourires fiers, jouant le rôle de beaux-parents parfaits pour la riche famille de Grégory. Et personne ne me mentionnerait. Personne ne demanderait où était la fille aînée. S'ils le faisaient, mes parents avaient probablement une réponse préparée. Oh, Juliette n'a pas pu venir. Elle avait des engagements professionnels. Quelque chose de vague et de dédaigneux qui mettrait fin à d'autres questions. Cara a remarqué ma distraction alors que nous étions assises à un café dans le quartier latin ce soir-là. Tu y penses. Difficile de ne pas le faire, ai-je admis. Je n'arrête pas de me demander si quelqu'un a même remarqué que je ne suis pas là. Tant pis pour eux, a dit fermement Cara. Et honnêtement, après ce que nous avons fait ce matin, après ces photos que nous allons voir demain, tu as gagné. Tu as déjà gagné. Je voulais la croire. Mais il y avait un sentiment de vide dans ma poitrine qui ne voulait pas tout à fait disparaître. Ce n'était pas de la jalousie pour le mariage de Vivien. Pas exactement. C'était le deuil de la relation familiale que j'avais toujours voulu mais jamais eu. Le deuil d'être la fille qui ne valait pas la peine d'être incluse. Dimanche matin, nous avons rencontré Isabelle à son studio pour voir les photos. Elle avait un grand moniteur installé et alors qu'elle affichait la première image, j'ai eu le souffle coupé. C'était moi, mais en quelque sorte plus que moi. La lumière du matin créait une lueur presque surnaturelle. La tour Eiffel s'élevait derrière moi, parfaitement encadrée. La robe flottait autour de moi comme de l'eau figée dans le temps. Mon expression était sereine, confiante, belle d'une manière que je ne m'étais jamais vue auparavant. Continue, a soufflé Cara, se penchant en avant. Isabelle a fait défiler image après image. Chacune était stupéfiante. Certaines étaient dramatiques avec des silhouettes sombres contre le ciel qui s'éclaircissait. D'autres étaient douces et romantiques avec le voile attrapant la brise. Il y avait des gros plans qui montraient les détails de la robe et des plans larges qui capturaient l'étendue du lieu. C'est de qualité professionnelle, ai-je dit, ma voix s'étranglant. Ça pourrait être dans des magazines. Isabelle a souri. Elle devrait l'être. Vous avez un don pour l'appareil photo, Juliette. Beaucoup de gens se figent ou ont l'air artificiel, mais vous avez compris la mission. Vous avez incarné la vision. Nous avons sélectionné les meilleures images pour la retouche finale. Isabelle a promis de les avoir prêtes pour mardi, notre dernier jour complet à Paris avant notre vol de retour mercredi matin. En quittant le studio, Cara m'a attrapé le bras. Tu dois les publier. Je sais que tu hésites, mais elles sont trop belles pour rester privées. Je ne sais pas, ai-je dit. Et si ça donnait l'impression que j'essaie de voler la vedette à Vivien? Et si c'est le cas, a défié Cara. Elle t'a exclu de son mariage. Elle ne peut pas contrôler comment tu passes ton temps ou ce que tu partages sur ta propre vie. Ces photos ne la concernent pas. Elles te concernent, toi. Nous avons passé le dimanche et le lundi à faire les touristes, visitant des musées et mangeant une nourriture incroyable. Mais mon esprit revenait sans cesse à ces images. Cara avait raison. Elles étaient trop belles pour être cachées. Et plus que ça, j'avais travaillé dur pour les obtenir. J'avais économisé de l'argent, planifié longuement, pris un risque.
Pourquoi devrais-je diminuer ma propre réussite parce qu'elle pourrait faire de l'ombre à ma sœur? Le lundi soir, j'avais pris ma décision. Quand Isabelle enverrait les images finales retouchées mardi matin, j'en posterai une, non pas pour blesser Vivien, mais simplement pour partager quelque chose dont j'étais fier. Si ma famille avait un problème avec ça, eh bien, ils auraient dû y penser avant de m'exclure. Mardi après-midi, les photos retouchées sont arrivées dans ma boîte de réception. Elles étaient encore plus stupéfiantes avec la retouche professionnelle d'Isabelle. Les couleurs étaient riches, l'éclairage parfait, chaque détail peaufiné. J'ai passé 1 heure à choisir laquelle publier. Finalement, j'ai opté pour une image prise juste au moment où le soleil perçait l'horizon. J'étais de profil, regardant vers la tour Eiffel, la robe captant la lumière dorée. La composition était parfaite, l'ambiance à la fois romantique et puissante. Maintenant venait la légende. J'ai tapé et supprimé plusieurs versions, essayant de trouver le bon ton. Pas amer, pas en colère, mais confiant. Finalement, j'ai opté pour quelque chose de simple, pas besoin d'invitation pour briller plus fort. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Ils étaient assez pointus pour que ma famille comprenne la référence, mais assez vagues pour que la plupart des gens ne la comprennent pas. C'était ma vérité, livrée avec grâce plutôt qu'avec rage. Je l'ai posté sur Instagram à 19 h, heure de Paris, ce qui correspondait à 13 h à Charleston. Le mariage de Vivien avait eu lieu samedi, donc à ce moment-là, elle devait être en lune de miel, ou du moins dans l'euphorie post-mariage, postant probablement ses propres photos professionnelles. J'ai fermé l'application immédiatement après avoir posté, trop nerveuse pour regarder les réactions arriver. Cara et moi sommes allés dîner, essayant de nous distraire avec du vin et des conversations. Mais au moment où nous sommes rentrés à l'hôtel 2 heures plus tard, mon téléphone explosait de notifications. La publication avait déjà obtenu plus de 2000 j'aime, bien plus que tout ce que j'avais jamais posté auparavant, et les commentaires affluaient. C'est absolument magnifique. D'où vient cette robe? Il me la faut. Le rêve parisien. On dirait une princesse de conte de fées. J'ai fait défiler des dizaines de commentaires similaires, mon cœur battant la chamade. Puis j'ai vu des messages de personnes que je connaissais réellement. Des cousins éloignés, d'anciens amis d'école, même quelques contacts professionnels, tous exprimant leur émerveillement devant la photo. Mais rien de ma famille immédiate. Ni mes parents, ni Vivien. Silence radio de la part des personnes qui auraient dû se soucier le plus. Ça devient viral, a dit Cara, regardant son propre téléphone. Regarde, quelqu'un l'a déjà partagé sur une page d'inspiration de mariage. Ils appellent ça séance photo nuptiale en solo à Paris et demandent si c'est une nouvelle tendance. J'ai vérifié le nombre de partages. Déjà plus de 300 partages et ça continuait de grimper. Au sein de la communauté de la photographie de mariage que je suivais en ligne, les gens en parlaient. Quelqu'un avait tagué plusieurs magazines de mariage dans les commentaires, suggérant qu'ils présentent la séance. C'est insensé, ai-je chuchoté. C'est vraiment en train de devenir viral. Cara souriait. Tu as créé quelque chose qui touche les gens. C'est ce qui arrive quand l'émotion authentique rencontre la qualité professionnelle. Les gens peuvent sentir l'authenticité. Nous sommes restés debout tard à regarder les chiffres grimper. À minuit, heure de Paris, la publication avait 5000 j'aime et avait été partagée plus de 1000 fois. Un blog de mariage majeur m'avait contacté pour la présenter. 2 photographes voulaient savoir qui l'avait prise pour pouvoir créditer Isabelle. Une créatrice de robe a posé des questions sur la robe. Et toujours, rien de ma famille. Je me suis couché cette nuit-là avec mon téléphone vibrant constamment de nouvelles notifications. Ça aurait dû être un triomphe, mais au lieu de cela, je me sentais étrangement vide. J'avais voulu de la validation, la preuve que je comptais, et je l'obtenais de milliers d'inconnus. Mais les personnes dont je convoitais le plus la reconnaissance restaient silencieuses. Mercredi matin, nous avons fait nos valises pour notre vol de retour. Ma publication gagnait toujours en popularité. Pendant la nuit, elle avait été reprise par un grand site web de style de vie avec des millions d'abonnés. Ils avaient écrit un court article sur la tendance des séances photos de mariage en solo, qui prenait d'assaut les réseaux sociaux, mettant ma photo en évidence. Les chiffres étaient maintenant stupéfiants. Plus de 15 000 j'aime, près de 5000 partages, des commentaires en plusieurs langues. Les gens demandaient ou réservaient des séances similaires, taguaient des amis, partageaient leurs propres histoires d'exclusion d'événements familiaux.
J'avais involontairement touché quelque chose de plus grand que mon grief personnel. Cela résonnait chez les personnes qui s'étaient senties négligées, rejetées ou exclues. Ma photo n'était pas seulement jolie. Elle représentait la reprise de son propre récit quand d'autres essayaient de vous effacer de l'histoire. Pendant le vol de retour, l'épuisement m'a rattrapé. J'ai dormi la plupart du temps, mon téléphone en mode avion pour éviter les notifications constantes. Cara vérifiait son téléphone pendant les escales, me tenant au courant. Un magazine de mariage veut t'interviewer, a-t-elle rapporté lors de notre correspondance à New York. Et quelqu'un d'une émission matinale a pris contact. Ils veulent faire un segment sur les séances de célébration en solo. C'est fou, ai-je dit. Je ne suis pas qualifié pour parler des tendances. Je voulais juste de belles photos. Tu as lancé quelque chose, a insisté Cara, que tu l'aies voulu ou non. Nous avons atterri à Charleston tard le mercredi soir. J'avais plusieurs appels manqués de ma mère et une série de SMS de Vivien. Je ne les ai pas lus sur le chemin du retour, trop fatigué pour faire face à la tempête qui se préparait. Jeudi matin, je me suis réveillé dans mon propre lit au son de mon téléphone. Ma mère. J'ai envisagé de l'ignorer, mais après le 4e appel, j'ai répondu. Juliette, à quoi pensais-tu, bon sang ? Sa voix était tranchante de colère. Bonjour à toi aussi, ai-je dit en m'asseyant. Ne sois pas désinvolte. Tu as posté cette photo ridicule pendant le mariage de Vivien. As-tu la moindre idée à quel point c'était inapproprié ? Je l'ai posté mardi, les jeux corrigés. 2 jours après le mariage. Peu importe quand tu l'as posté. Elle est partout maintenant. Les gens n'arrêtent pas de l'envoyer à Vivien, demandant si tu es sa sœur, demandant pourquoi tu n'étais pas au mariage. Tu as complètement éclipsé sa journée spéciale. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Sa journée spéciale ? Celle à laquelle je n'étais pas invité ? Ce mariage-là ? Nous avons expliqué la situation. C'était le moment de Vivien de briller, et tu n'as même pas pu lui accorder ça. Il a fallu que tu ramènes tout à toi. Je suis allé à Paris, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'ai pris des photos dont je suis fier. J'ai posté une seule photo sur mon compte Instagram personnel. En quoi est-ce que ça concerne Vivien ? À cause du timing. Le timing était le seul week-end où je pouvais me permettre le voyage, les jeux interrompus. Où est-ce que tu t'attendais à ce que je programme toute ma vie autour d'un événement auquel je n'étais pas autorisé à assister ? Silence à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix tendue, Vivien est très contrarié. Vivien m'a exclu de son mariage sans conversation ni explication. Je suis désolé si le fait que ma vie existe publiquement la contrarie, mais ce n'est pas mon problème. C'est exactement pour ça que nous ne t'avons pas invité, a claqué ma mère. Ce genre d'attitude. Ce besoin d'attention. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Je n'ai jamais été jalouse, ai-je dit, et je le pensais. J'ai été blessé. J'ai été rejeté. J'ai été traité comme moins importante toute ma vie. Mais je ne suis pas jalouse, et j'ai fini de m'excuser d'exister. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. De toutes mes années à accepter leur traitement, je n'avais jamais confronté ma mère directement comme ça. C'était à la fois stimulant et terrifiant. Moins d'1 heure plus tard, Vivien a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Tu as saboté mon mariage, a-t-elle dit immédiatement, sa voix pleine de larmes, de rage, ou des deux. Je n'étais même pas dans le même pays que ton mariage, ai-je répondu. Tu sais ce que je veux dire. Tout le monde parle de tes stupides photos de Paris au lieu de mon mariage. J'ai passé 3 mois à planifier chaque détail, et tu as tout gâché avec une publication pour attirer l'attention. Vivien, je ne t'ai rien fait. J'ai pris des photos à Paris. C'est tout. Pendant le week-end de mon mariage. Tu l'as planifié spécifiquement pour détourner l'attention de moi. En fait, je l'ai planifié parce que c'était le seul week-end où l'on ne s'attendait pas à ce que je participe aux événements familiaux, ai-je dit, puisque je n'étais pas invité au tien. Maman a expliqué pourquoi. Non, les jeux coupés. Maman a trouvé des excuses. Il y a une différence. Tu voulais que je sois exclu, et tu as eu ce que tu voulais. Mais tu ne peux pas contrôler ce que je fais de ma propre vie et de mes propres réseaux sociaux. J'ai à peine eu d'engagement sur mes photos de mariage, a dit Vivien, et maintenant elle pleurait vraiment.
200 j'aime. La publication de mon photographe de mariage en a eu encore moins. Mais ta stupide séance photo de faux mariage est devenue virale. Sais-tu ce que ça fait? Une partie de moi voulait éprouver de la sympathie, mais une plus grande partie ne ressentait qu'une froide satisfaction. J'imagine que c'est comme se faire dire que l'on n'est pas assez bien pour assister au mariage de sa propre sœur, ai-je dit doucement. Comme être effacé des photos et des événements familiaux. Comme être l'éternelle déception qui n'est jamais tout à fait à la hauteur. Alors oui, Vivien, je sais exactement ce que ça fait. Elle m'a raccroché au nez. Je me suis assise sur mon canapé, fixant mon téléphone, me sentant à la fois vengée et vidée. C'était ce que je voulais, n'est-ce pas? Qu'ils me voient, qu'ils reconnaissent mon existence, qu'ils ressentent une conséquence de la façon dont ils m'ont traité. Mais ce n'était pas aussi bon que je l'avais imaginé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Cara. Est-ce que ça va? J'ai vu les commentaires sur ton Instagram. Ta famille l'a découvert. J'ai répondu, oui, ils sont en colère, mais je vais bien. Bien. Tu n'as rien fait de mal. Souviens-toi de ça. J'ai passé le reste du jeudi à rattraper mes emails professionnels et à essayer d'ignorer l'explosion continue de ma publication Instagram. Elle avait maintenant dépassé les 20 000 j'aime. Plusieurs blogs l'avaient présentée. 2 autres magazines avaient pris contact. Une entreprise d'organisation de mariage voulait sponsoriser des séances similaires et m'a demandé si je serais intéressée à devenir ambassadrice de la marque. C'était surréaliste. J'étais allé à Paris pour créer un beau moment pour moi. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais accidentellement lancé un mouvement sur les réseaux sociaux. Les gens postaient leurs propres photos de célébration en solo en utilisant des hashtags comme briller sans permission, et mon propre récit. Vendredi après-midi, un numéro inconnu a appelé. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce Juliette? Ici Mélissa du magazine Bridal Dream. Nous aimerions présenter votre séance photo de Paris dans notre prochain numéro et faire une interview complète sur l'expérience. Le magazine Bridal Dream, l'une des plus grandes publications de mariage du pays, le même magazine qui avait prétendument envoyé des photographes pour couvrir le mariage de Vivien. Je suis intéressé, m'entendis-je dire. Qu'est-ce que cela impliquerait? Alors que Mélissa expliquait l'opportunité, j'ai réalisé que c'était plus grand que je ne l'avais imaginé. Il voulait un article de 4 pages, un traitement professionnel, mon histoire racontée avec mes propres mots. Il l'appelait « un nouveau genre de célébration, quand vous êtes votre propre invité d'honneur ». Après avoir raccroché, je suis resté assise dans un silence stupéfait. Puis j'ai commencé à rire. Pas un rire cruel, mais le genre de rire né de l'incrédulité et de l'ironie. Vivien avait dépensé 750 000 $ pour obtenir une couverture médiatique pour son mariage. Et je l'avais accidentellement obtenu avec une seule publication Instagram et un voyage de 5 000 $ à Paris. L'interview pour le magazine était prévue pour la semaine suivante. Entre-temps, ma publication Instagram a continué sa trajectoire. Elle a atteint 40 000 j'aime, puis 60 000. Des marques ont commencé à me contacter, offrant des sponsorings et des collaborations. Une agence de voyage voulait créer un forfait, célébration en solo, basé sur mon expérience. Une créatrice de robes voulait collaborer sur une ligne de vêtements de soirée non nuptiaux pour les femmes qui se célèbrent elles-mêmes. J'étais dépassé. J'étais une photographe indépendante qui pouvait à peine payer son loyer. Et soudain, j'avais des opportunités qui pouvaient changer entièrement ma situation financière. Mais plus que l'argent ou l'attention, je me sentais vu. Des milliers de personnes comprenaient ce que j'avais fait et pourquoi c'était important. Ma famille, cependant, était en pleine tourmente. Samedi matin, mon père a appelé. Contrairement à ma mère, il ne criait pas. Il semblait fatigué. Juliette, pouvons-nous parler en personne? J'ai accepté de le rencontrer dans un café près de mon appartement cet après-midi-là. Quand je suis arrivé, il était déjà là, l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Le stress de la semaine passée se lisait sur son visage. Merci d'être venu, a-t-il dit alors que je m'asseyais. De quoi vouliez-vous parler? Il a soupiré, remuant son café inutilement. Ta mère et ta sœur sont très contrariées. Je sais. Elles l'ont bien fait comprendre. Elles pensent que tu as délibérément essayé de gâcher le mariage de Vivien. Et vous, qu'en pensez-vous, ai-je demandé. Il est resté silencieux un long moment. Je pense.
Je pense que nous n'avons pas bien géré la situation du mariage. Ta mère s'inquiétait des dynamiques familiales, de maintenir les choses fluides pour le jour de Vivien. Mais peut-être que nous sommes allés trop loin. Peut-être ? Le mot est sorti plus brusquement que je ne l'avais voulu. Nous aurions dû t'inclure, dit-il doucement. C'est ce que je voulais dire. Nous aurions dû trouver un moyen de faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu. Mais vous ne l'avez pas fait. Non, nous ne l'avons pas fait. Il me regarda directement pour la première fois. Et je suis désolé pour ça. J'aurais dû te défendre, et je ne l'ai pas fait. C'étaient les premières excuses que je recevais de quiconque dans ma famille. Cela aurait dû être plus satisfaisant que ça ne l'était. J'apprécie, ai-je dit. Mais papa, il ne s'agit pas seulement du mariage. Il s'agit d'années à être traité comme si je comptais moins que Vivien. Le mariage n'était que l'exemple final et le plus évident. Je sais, a-t-il dit, et il avait l'air sincèrement peiné. Ta mère et moi, nous avons vu la confiance et le succès de Vivien, et nous voulions l'encourager. Mais nous n'avons pas réalisé à quel point nous te négligions dans le processus. Vous avez réalisé, l'ai-je corrigé. Vous avez simplement pensé que ce n'était pas assez important pour changer. Il n'a pas argumenté. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et m'a montré quelque chose. C'était le compte Instagram de Vivien. Les commentaires sur ses photos de mariage étaient désactivés, et là où il aurait dû y avoir des centaines de « j'aime », il n'y en avait qu'une poignée. Elle est dévastée, a-t-il dit. Toute cette planification, tout cet argent, et personne ne semble s'en soucier. Pendant ce temps, tes photos de Paris sont partout. Elle a l'impression que tu lui as volé son moment. Je n'ai rien volé, ai-je dit fermement. J'ai créé mon propre moment. Le fait que les gens y aient plus réagi qu'à son mariage n'est pas de ma faute. Je le sais. Logiquement, je le sais. Il a rangé son téléphone. Mais c'est ma fille aussi, et elle souffre. Moi aussi, ai-je dit. Je souffre depuis des années, et aucun de vous ne l'a remarqué ou ne s'en est soucié. Maintenant, soudainement, ça compte parce que les sentiments de Vivien sont blessés. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je me suis levé. Papa, je suis contente que tu te sois excusé pour le mariage, mais une excuse n'efface pas des décennies de mépris. Et je ne vais pas m'excuser de vivre ma vie et de la partager simplement parce que ça fait de la peine à Vivien. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. En rentrant à mon appartement, j'ai senti le poids de tout cela s'abattre sur mes épaules. Ce n'était pas le simple fantasme de vengeance que j'aurais pu imaginer. C'était compliqué, désordonné et douloureux pour toutes les personnes impliquées. Mais je ressentais aussi autre chose, la liberté. Pour la première fois, je n'essayais pas de me faire plus petite pour accommoder le confort de ma famille. Je ne m'excusais pas de prendre de la place. Lundi matin, j'ai fait l'interview avec le magazine Bridal Dream. La journaliste, Mélissa, était perspicace et gentille, posant des questions qui allaient au-delà de l'histoire de surface. « Qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette séance photo ?» a-t-elle demandé. « Je voulais créer quelque chose de beau pour moi-même, ai-je dit. J'ai passé tellement de temps à attendre la permission d'être célébrée, à attendre d'être considérée comme précieuse. C'était moi me donnant cette permission. Et le timing, pendant le week-end du mariage de votre sœur ? C'était le week-end que j'avais de disponible, ai-je dit honnêtement. Et symboliquement, ça me semblait juste. Elle avait sa journée parfaite avec l'attention et l'approbation de tout le monde. Je créais ma propre journée parfaite sans avoir besoin de la permission de personne. L'article est sorti 3 semaines plus tard. Ils avaient fait une mise en page magnifique avec plusieurs des photos d'Isabelle, et l'interview était réfléchie et bien écrite. La réponse a été immédiate et écrasante. Mes abonnés Instagram sont passés de 2000 à plus de 100 000 en une semaine. Mais le véritable impact était dans ma boîte de réception. Des lettres et des messages de femmes partageant leurs propres histoires de se sentir négligées, exclues ou rejetées par leur famille. Beaucoup avaient ensuite créé leur propre moment de célébration, inspiré par ma séance photo à Paris. J'ai lu chaque message, souvent les larmes aux yeux, réalisant que mon acte personnel de défi était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Une semaine après la sortie du magazine, Vivien s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai failli ne pas la laisser entrer, mais la curiosité l'a encore emportée. Elle avait l'air différente, plus petite en quelque sorte, moins sûre d'elle. La confiance qu'il avait toujours définie semblait ébranlée. « On peut parler ?» a-t-elle demandé.
Je me suis écarté pour la laisser entrer. Nous nous sommes assises dans mon petit salon, un silence gênant s'étirant entre nous. J'ai lu l'article du magazine, a-t-elle finalement dit. Les choses que tu as dites sur le fait de te sentir exclu, de ne pas être célébré. Qu'est-ce qu'il y a à leur sujet? Je n'y avais jamais pensé comme ça. De mon point de vue, je vivais juste ma vie, j'avais du succès, j'obtenais ce pourquoi je travaillais. Je ne réalisais pas, elle s'est interrompue, l'air mal à l'aise. Ne réalisais pas quoi? Que tu te sentais si invisible. Que nous te faisions sentir comme ça. J'ai attendu, ne disant rien. Je ne m'excuse pas pour mon mariage, a poursuivi Vivien, une partie de son ancienne attitude défensive revenant, ni pour ma vie. Mais je suis désolé que tu te sois senti exclu pendant si longtemps que tu aies dû aller à Paris seul pour te sentir célébré. Ce n'était pas une excuse parfaite. Elle était enveloppée de défense et de qualification. Mais c'était quelque chose. Merci, ai-je dit simplement. Est-ce qu'on sera un jour de nouveau bien, a-t-elle demandé. En tant que sœur? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. Peut-être. Mais cela exigerait que tu me vois réellement comme une égale, pas comme quelqu'un qui existe dans ton ombre. Elle a hoché la tête lentement. Le truc, c'est que tes photos de Paris ont prouvé que tu n'as jamais été dans mon ombre. Tu as juste fait semblant en restant silencieuse. Elle est partie peu de temps après, et je suis resté dans mon appartement à penser à ces mots. Elle n'avait pas entièrement tort. Je m'étais faite plus petite pendant des années, acceptant le rôle de la fille négligée parce que cela semblait plus facile que de se battre. Mais je n'étais plus cette personne. Les opportunités ont continué d'affluer. À la fin du mois, j'avais signé un contrat avec une marque de voyage de luxe pour créer du contenu pour leur campagne, Célébration en solo. Le paiement était plus élevé que ce que j'avais gagné au cours des 6 mois précédents réunis. Une chaîne d'hôtels de charme m'a contacté pour un partenariat continu. 3 ateliers de photographie différents voulaient que j'enseigne des sessions sur la création de contenu viral avec une narration authentique. Ma situation financière s'est transformée du jour au lendemain. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne m'inquiétais pas de payer le loyer. Je ne calculais pas si je pouvais me permettre les courses et le matériel photo dans la même semaine. L'ironie ne m'a pas échappé que l'exclusion de ma famille avait par inadvertance lancé ma carrière d'une manière que des années de travail acharné n'avaient pas réussi à accomplir. Mais le développement le plus satisfaisant est venu d'une source inattendue. La photographe qui avait été engagée pour prendre les photos du mariage de Vivien m'a contacté directement. Elle s'appelait Catherine, et son message était professionnel mais direct. Je voulais me présenter, a-t-elle écrit. J'ai été engagé pour photographier le mariage de votre sœur et fournir des images au magazine Bridal Dream pour leur couverture. Cependant, après que votre séance photo à Paris soit devenue virale, le magazine a décidé d'annuler le reportage prévu sur le mariage de Vivien. Ils ont dit que le récit s'était déplacé vers les célébrations en solo, et qu'un mariage traditionnel à 7 chiffres ne correspondait plus à leur ligne éditoriale. J'ai pensé que vous devriez le savoir, car il semble que votre famille vous ait blâmé pour le manque de couverture. La vérité est que le magazine a pris une décision commerciale basée sur ce à quoi leurs lecteurs réagissaient. Votre séance photo à Paris a simplement plus résonné qu'un mariage de luxe conventionnel. J'ai lu ce message 3 fois, en analysant les implications. Vivien n'avait pas seulement perdu l'engagement sur les réseaux sociaux. Elle avait perdu le reportage dans le magazine sur lequel elle comptait apparemment, celui que mes parents avaient probablement utilisé pour justifier l'énorme dépense. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus complexe. Pas tout à fait de la culpabilité, mais une conscience des dommages collatéraux que ma seule décision avait créés. Je n'avais pas l'intention de faire perdre à Vivien son reportage dans le magazine. J'avais simplement posté une photo dont j'étais fier. Mais les intentions ne changent pas les résultats. Ce soir-là, ma mère a rappelé. Cette fois, son ton était différent. Pas en colère, mais presque suppliant. Juliette, Vivien ne va pas bien. Toute cette situation l'a vraiment affectée. Je suis désolé de l'entendre, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas vraiment que ma sœur souffre. Le mariage était censé être son moment. Elle a tout planifié parfaitement, a dépensé tellement d'argent, et maintenant les gens ne s'en souviennent même plus à cause de tes photos de Paris. Maman, je n'ai pas prévu que mes photos deviennent virales. J'ai juste posté quelque chose dont j'étais fier. Mais tu devais savoir, a-t-elle insisté.
Tu es photographe. Tu comprends les réseaux sociaux. Tu devais savoir que poster ces images pendant son mariage détournerait l'attention d'elle. Je les ai postées 2 jours après le mariage, lui ai-je rappelé. Et même si je les avais postées le même jour, j'ai le droit de partager ma propre vie sur mes propres comptes. Vivien n'est pas propriétaire de tout un week-end. Mais en tant que sa sœur. En tant que sa sœur, j'aurais dû être invité au mariage, les jeux interrompus. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit je suis assez une sœur pour qu'on s'attende à ce que je protège ses intérêts, soit je ne suis pas assez une sœur pour être incluse dans les grands événements familiaux. Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrange. Silence, puis doucement, quand es-tu devenu si dur? Je ne suis pas dur. J'en ai juste assez d'être invisible. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et me suis assise sur mon petit balcon, regardant la soirée de Charleston se dérouler. Mon téléphone vibrait de notifications d'Instagram, de demandes de marques, de messages de followers. Ma vie avait changé de façon spectaculaire en quelques semaines, mais la relation avec ma famille était irrémédiablement altérée. Il n'y aurait pas de retour en arrière, à moi acceptant tranquillement les quelques miettes d'attention qu'il m'offrait. Cette version de Juliette avait disparu. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'un agent littéraire. Elle avait vu l'article de Bridal Dream et pensait que mon histoire ferait un livre convaincant, non seulement sur la séance photo de Paris, mais sur l'expérience plus large d'être négligé dans sa propre famille et de trouver le courage de se célébrer quand même. Il y a une soif pour ces histoires, a-t-elle écrit. Des femmes qui reprennent le contrôle de leur récit, qui refusent de rester petites. Je pense que vous pourriez en parler d'une manière puissante. Un livre. Je n'avais jamais envisagé d'écrire un livre, mais en y pensant, j'ai réalisé combien d'histoires j'avais. Des années à être rejeté, à regarder Vivien être célébré alors que j'étais à peine reconnu. La lente prise de conscience que je devais créer ma propre validation. La décision d'aller à Paris, les conséquences. J'ai accepté un appel avec l'agent, et à la fin de la semaine, nous discutions d'une proposition de livre. L'avance qu'elle a mentionnée était plus d'argent que ce que j'avais gagné en 2 ans de travail de photographie. Tout se passait vite, trop vite peut-être. Mais je surfais sur la vague, prenant des décisions qui me semblaient justes, même si elles me faisaient peur. 2 mois après mon voyage à Paris, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur l'émancipation des femmes à Atlanta. Le sujet était « Créez votre propre récit quand les autres essaient de vous effacer ». J'étais terrifié. Parler en public n'était pas quelque chose que j'avais déjà fait, et l'idée de me tenir devant des centaines de personnes était paralysante. Mais Cara m'a convaincu. C'est ce vers quoi tu as travaillé toute ta vie, a-t-elle dit. Pas la célébrité ou l'argent, mais la validation que ta voix compte. Ne gâche pas cette opportunité. La conférence s'est tenue dans une grande salle de bal d'un hôtel. Je me tenais en coulisses, les mains tremblantes, en écoutant l'orateur avant moi terminer. Puis c'était mon tour. Je suis monté sur cette scène, j'ai regardé la mer de visage, et j'ai raconté mon histoire. J'ai parlé d'être la fille invisible, de l'exclusion du mariage, de la décision d'aller à Paris. J'ai montré les photos, parlé de la réponse virale, discuté des conséquences compliquées. Et quand j'ai fini, les applaudissements ont été tonitruants. Des femmes sont venues me voir après, partageant leurs propres histoires d'exclusion familiale, d'être négligées, de trouver le courage de se célébrer. De toute façon, plusieurs pleuraient. Beaucoup m'ont serré dans leurs bras. Vous m'avez fait me sentir moins seul, a dit une femme. Je pensais être la seule dont la famille la traitait comme ça. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai réfléchi au chemin parcouru. Il y a 3 mois, j'étais la sœur exclue, blessée et invisible. Maintenant, j'étais quelqu'un dont l'histoire résonnait avec des milliers de personnes. Mais je ressentais toujours la douleur de la déconnexion familiale. Le succès n'effaçait pas cette douleur. Il la rendait juste plus compliquée. Le contrat pour le livre a été finalisé en septembre, 4 mois après mon voyage à Paris. Mon agent avait négocié une avance substantielle, et l'éditeur voulait que le manuscrit soit terminé dans 1 an. J'étais à la fois ravi et terrifié. Écrire sur mes expériences signifiait affronter pleinement tout ce que j'avais passé des années à essayer de minimiser. La réaction de mes parents à la nouvelle du livre était prévisible. Ma mère a appelé, sa voix tendue d'anxiété. « Tu écris un livre sur la famille. Juliette, c'est incroyablement indiscret. Nous avons droit à notre vie privée. »
J'écris sur mes expériences, les jeux corrigés. Mon histoire, ma perspective. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Mais tu nous donneras une mauvaise image. Tu raconteras à tout le monde la situation du mariage. Je dirai la vérité sur ma vie. Si cela vous donne une mauvaise image, peut-être auriez-vous dû mieux me traiter. Elle a raccroché sans un autre mot. La réponse de Vivien est venue par SMS. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Profiter des drames familiaux. C'est un nouveau niveau de bassesse. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas dégénéré en une autre dispute. Mais la distance avec ma famille, bien que douloureuse, était aussi libératrice. Je construisais une vie qui ne nécessitait pas leur approbation. Je créais le succès selon mes propres termes. En octobre, 6 mois après Paris, j'ai été invité à participer à une émission matinale nationale pour discuter du mouvement de « célébration en solo » qui était né de ma publication virale. Le segment était intitulé « Pourquoi les femmes se célèbrent elles-mêmes » et j'étais nerveuse quant à la façon dont ils présenteraient l'histoire. L'interview s'est mieux déroulée que prévu. L'animatrice était chaleureuse et sincèrement intéressée par les aspects psychologiques de l'exclusion familiale et de l'auto-validation. Quand elle m'a interrogé sur le mariage de ma sœur, j'ai choisi mes mots avec soin. L'exclusion m'a profondément blessé, mais elle a aussi clarifié certaines choses pour moi. J'ai réalisé que j'avais attendu toute ma vie que ma famille me voie comme précieuse. Et j'ai finalement compris que je n'avais pas besoin de leur permission pour me célébrer. Et votre relation avec votre famille maintenant, a demandé l'animatrice. Compliqué, ai-je admis. Nous sommes dans une situation difficile. Mais je suis en paix avec ça parce que je ne sacrifie plus mon propre bien-être pour maintenir une relation qui n'a jamais été saine au départ. Après la diffusion de l'émission, mes abonnés Instagram ont grimpé à plus de 300 000. Plus de contrats avec des marques sont arrivés, plus d'invitations à des conférences. L'élan était vertigineux. Mais le véritable tournant est survenu fin octobre lorsque j'ai reçu un nouvel email du magazine Bridal Dream. Il voulait faire un article de suivi 6 mois après le reportage original. Le titre provisoire était « Les conséquences, comment une photo a tout changé ». Le nouvel article comprendrait une mise à jour sur ma carrière, une discussion sur le contrat de livre, et une réflexion sur les dynamiques familiales. Mais voici la surprise, il voulait interviewer Vivien aussi. Il voulait les perspectives des deux sœurs sur ce qui s'était passé. Mon premier réflexe a été de refuser. Donner à Vivien une plateforme pour présenter sa version des faits me semblait dangereux. Mais mon agent y a vu une opportunité. Cela pourrait en fait être puissant, a-t-elle dit. Si vous êtes confiante dans votre vérité, laissez-la parler. Le contraste sera révélateur. J'ai accepté, à certaines conditions. Je voulais voir l'interview de Vivien avant la publication. Je voulais le droit de répondre à toute fausse affirmation. Le magazine a accepté. 2 semaines plus tard, ils m'ont envoyé la transcription de l'interview de Vivien. Je l'ai lue avec un mélange de colère et de tristesse. Elle se présentait comme la victime de ma jalousie, quelqu'un dont la journée parfaite avait été délibérément sabotée par une sœur aînée amère. Elle affirmait que j'avais toujours été envieuse de son succès, que j'avais posté les photos de Paris spécifiquement pour la blesser, que tout mon voyage à Paris était une vengeance calculée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le peu de responsabilité qu'elle assumait. Dans sa version, elle n'avait aucune responsabilité dans l'exclusion. C'était entièrement la décision de mes parents et elle avait simplement suivi. Le manque d'empathie dans ses mots était frappant. J'ai écrit ma réponse avec soin. Je n'ai pas attaqué Vivien directement. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les faits. La chronologie des événements, les années à être traitées comme moins importantes, la liste des invités qui n'excluaient que moi. La décision d'utiliser ce week-end pour l'auto-célébration parce que je n'étais de toute façon pas incluse dans les événements familiaux. Je ne peux pas contrôler comment ma sœur interprète mes actions, ai-je écrit. Mais je peux dire ma vérité. Et ma vérité est que j'ai passé 27 ans à être invisible dans ma propre famille. Aller à Paris n'était pas une vengeance. C'était de la survie. C'était choisir de me célébrer quand personne d'autre ne le ferait. L'article est sorti à la mi-novembre, et il a été explosif. Le magazine avait fait un excellent travail en présentant les deux perspectives sans prendre explicitement parti, mais les commentaires des lecteurs ont clairement montré qui ils croyaient. Des milliers de personnes ont souligné le manque de conscience de soi de Vivien, son refus de reconnaître son rôle dans la situation, son mépris continu pour mes sentiments.
La sœur aînée a été exclue d'un événement familial majeur et a quand même trouvé un moyen de célébrer la vie, lisait-on dans un commentaire. La sœur cadette a eu un mariage à 750 000 $ et est en colère que quelqu'un d'autre ait attiré l'attention. Dites-moi qui est le vrai problème. L'article est devenu viral à son tour. Il a été partagé sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, discuté dans des podcasts, analysé dans des articles de fond sur les dynamiques familiales et la rivalité fraternelle. Et à travers tout cela, Vivien est resté silencieuse sur les réseaux sociaux. Son Instagram, autrefois rempli de publications soigneusement sélectionnées sur sa vie parfaite, est devenu silencieux. Mes parents n'ont pas cherché à me contacter. Le silence aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, il ressemblait à la rupture finale de liens déjà endommagés. En décembre, 8 mois après Paris, j'ai signé le bail d'un nouvel appartement. Pas n'importe quel appartement, un magnifique 2 pièces dans un quartier historique de Charleston avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres, parfait pour un studio de photographie à domicile. Je pouvais me le permettre confortablement maintenant, grâce au contrat avec les marques et à l'avance du livre. Cara m'a aidé à emménager, et nous avons célébré avec du champagne sur mon nouveau balcon donnant sur la rue. Tu l'as fait, a-t-elle dit en levant son verre. Tu as vraiment construit une toute nouvelle vie. Nous l'avons fait, les jeux corrigés. Tu as été là à chaque étape. Alors, quelle est la suite? Plus de contenu de voyage, le livre, tout ça, ai-je dit. Mais aussi, je veux aider d'autres personnes à raconter leurs histoires. Des femmes qui se sentent invisibles, qui ont besoin de la permission de se célébrer. Je pense à lancer des ateliers, à créer une plateforme pour ces voix. Cara a souri. C'est parfait. Tu as trouvé ta vocation. Peut-être que oui. Non seulement dans le succès ou la reconnaissance, mais en utilisant mon expérience pour aider les autres à se sentir moins seuls. Le livre a été publié en juin suivant, presque exactement 1 an après mon voyage à Paris. Le titre était « Non invité, se célébrer quand les autres vous excluent ». La couverture présentait l'une des photos d'Isabelle de Paris, moi dans la robe ivoire avec la tour Eiffel derrière moi. La soirée de lancement a eu lieu dans une galerie d'art du centre-ville de Charleston. Plus de 200 personnes y ont assisté, amis, collègues, abonnés devenus amis, femmes dont les histoires avaient croisé la mienne à travers le mouvement de célébration en solo. Cara a porté un toast qui m'a fait pleurer. Mon agent a parlé du pouvoir de la narration authentique. Ma famille n'était pas là. J'avais envoyé des invitations par courtoisie, pas par attente. Ils n'ont pas répondu. Le livre a été un succès immédiat. Il a atteint les listes de best-sellers dès la première semaine. Les critiques ont loué son honnêteté et sa profondeur émotionnelle. Des femmes l'ont partagé dans des clubs de lecture, ont posté des citations sur les réseaux sociaux, m'ont écrit pour me dire comment il les avait aidés à gérer leur propre traumatisme familial. Mais le succès est venu avec des complications. Mes parents ont engagé un avocat, menaçant de poursuivre pour atteinte à la vie privée. Leur avocat a envoyé une lettre de mise en demeure, affirmant que je les avais diffamés. L'équipe juridique de mon éditeur a examiné le livre en profondeur et a conclu que tout ce que j'avais écrit était soit factuellement exact, soit clairement présenté comme ma perspective personnelle, protégée par la liberté d'expression. La menace de poursuite n'a mené nulle part, mais elle a révélé à quel point nous nous étions éloignés. Ils étaient plus préoccupés par leur réputation que par la compréhension de la douleur qui m'avait amené à écrire le livre en premier lieu. Vivien a adopté une approche différente. Elle a écrit une tribune pour un site web sur le fait d'être dépeinte injustement dans le récit de quelqu'un d'autre. Elle ne m'a jamais mentionné par mon nom, mais le sous-entendu était clair. Elle se positionnait comme une victime de mon succès, quelqu'un dont la vie privée avait été violée pour le profit. La réponse à sa tribune a été rapide et largement antipathique. Les gens ont souligné qu'elle aurait pu chercher à réparer la relation en privé mais avait choisi de faire des déclarations publiques. Ils ont noté qu'elle n'avait toujours pas reconnu son rôle dans l'exclusion initiale. À l'été, 1 an après Paris, je voyageais fréquemment pour des tournées de promotion du livre et des conférences. J'ai parlé dans des universités, des conférences de femmes et des événements d'entreprise sur l'émancipation et l'authenticité. Chaque fois que je racontais mon histoire, je voyais la reconnaissance sur les visages du public. Tant de gens comprenaient ce que c'était que d'être négligé, d'être rabaissé par les dynamiques familiales. En août, j'ai reçu un email inattendu. Il provenait d'une femme nommée Patricia qui s'est identifiée comme une thérapeute familiale spécialisée dans les dynamiques fraternelles et le favoritisme parental. J'ai utilisé votre histoire dans plusieurs séances avec des clients,
a-t-elle écrit. Cela les a aidés à comprendre que se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est de la survie. J'écris un livre sur le phénomène du bouc émissaire familial, et j'adorerais vous interviewer pour un chapitre si vous êtes d'accord. J'ai accepté. L'interview était réfléchie et approfondie, explorant non seulement ce qui s'était passé, mais pourquoi ces schémas familiaux se développent et persistent. Patricia a expliqué les dynamiques de « l'enfant chéri » et du « bouc émissaire ». Comment les familles attribuent souvent des rôles qui deviennent des prophéties autoréalisatrices. Vous avez brisé le schéma, m'a-t-elle dit. La plupart des enfants boucs émissaires passent leur vie à essayer de gagner une approbation qui ne viendra jamais. Vous avez choisi un chemin différent. Vous vous êtes validé vous-même au lieu d'attendre qu'ils le fassent. Cette conversation m'a aidé à comprendre mon histoire dans un contexte plus large. Je n'étais pas seulement la sœur exclue. J'étais quelqu'un qui avait reconnu un schéma toxique et fait le choix difficile de s'en éloigner. En septembre, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une grande conférence à New York sur l'émancipation des femmes et l'influence des réseaux sociaux. Le public comptait plus de 1000 personnes. En montant sur cette scène, j'ai pensé à la fille effrayée et invisible que j'avais été seulement 16 mois plus tôt. Celle qui croyait qu'elle ne valait pas la peine d'être célébrée à moins que quelqu'un d'autre ne le décide. J'ai raconté mon histoire à ces 1000 visages. J'ai montré les photos de Paris. J'ai parlé de la réponse virale et de tout ce qui a suivi. Et puis j'ai dit quelque chose auquel je pensais depuis des mois. Aller à Paris n'était pas une vengeance. C'était une révolution. Une révolution personnelle. Le genre de révolution silencieuse qui se produit lorsque vous cessez de demander la permission d'exister pleinement et commencez à vous l'accorder. Ma famille voulait que je sois invisible. Et pendant des années, j'ai obéi. Mais à Paris, je me suis rendu visible, et j'ai découvert que lorsque vous faites briller votre propre lumière, vous n'avez besoin de l'approbation de personne d'autre pour être lumineuse. Les applaudissements ont été assourdissants. Après la conférence, je me suis promené dans Central Park, réfléchissant à tout ce qui avait changé. Ma carrière était florissante d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'avais la sécurité financière, la reconnaissance professionnelle, une plateforme pour aider les autres. Mais j'avais aussi perdu ma famille. Ou peut-être avais-je simplement reconnu une perte qui avait toujours existé. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, j'ai vu que c'était de Vivien. J'ai vu ton discours de New York en ligne. Tu avais raison sur certaines choses. J'ai beaucoup réfléchi cette dernière année. Je suis une thérapie maintenant, je travaille sur mes propres problèmes. Je ne suis pas encore prête à parler. Mais je voulais que tu saches que j'essaie de comprendre. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une réconciliation. Mais c'était une reconnaissance. Peut-être que c'était suffisant pour l'instant. J'ai répondu simplement, je suis contente que tu prennes soin de toi. Quand tu seras prête à parler, je suis là. Si elle accepterait un jour mon offre, je ne le savais pas. Mais je le pensais. J'avais construit une vie qui ne nécessitait pas son approbation ou sa présence, mais il y avait toujours une partie de moi qui espérait la guérison. Pas un retour aux anciennes dynamiques, mais quelque chose de nouveau et de plus sain. Des mois après la conférence de New York, les conséquences des choix de ma famille sont devenues de plus en plus claires. Le cercle social de mes parents à Charleston avait lu mon livre, et beaucoup s'étaient éloignés, mal à l'aise avec les révélations sur la façon dont ils m'avaient traité. Leur réputation dans la communauté a souffert lorsque les gens ont réalisé que l'image de la « famille en or » avait été construite sur l'effacement d'une fille. Ils ont pris une retraite anticipée et ont déménagé dans une plus petite ville où personne ne connaissait leur histoire, incapables de faire face au jugement de leur ancien quartier. La carrière de Vivien avait stagné après l'incident du mariage et la publicité qui a suivi. L'agence de marketing où elle travaillait l'a licenciée discrètement lors d'une restructuration. Bien qu'il soit clair que sa notoriété virale avait fait d'elle un handicap, Grégory a demandé le divorce 8 mois après leur mariage, incapable de gérer les retombées sur les réseaux sociaux et ce qu'il appelait son « obsession pour les apparences au détriment de la substance ». Elle est retournée vivre chez nos parents pendant un certain temps, une expérience humiliante pour quelqu'un qui avait passé sa vie à être célébré comme celle qui réussissait. Quant à moi, j'étais assise sur le balcon de mon appartement 2 ans après ce lever de soleil à Paris, regardant Charleston se réveiller par un matin paisible. Mon deuxième livre sortait le mois prochain, un guide sur la célébration en solo et l'auto-validation pour les femmes qui reprennent le contrôle de leur récit. J'avais lancé une communauté en ligne à succès pour les femmes confrontées à l'exclusion familiale,
fournissant des ressources et un soutien que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Cara et moi prévoyions un autre voyage à Paris, cette fois juste pour le plaisir plutôt que par nécessité. Le voyage de la fille invisible à une femme avec sa propre voix avait été douloureux, désordonné et plus compliqué que n'importe quel fantasme de vengeance ne pourrait le capturer. Mais assise là avec mon café, regardant la lumière du matin peindre la ville en or, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement échappé à la négligence. J'avais appris à me voir clairement, à me célébrer sincèrement, à briller sans avoir besoin de la permission ou de l'approbation de personne. Et en enseignant aux autres à faire de même, j'avais trouvé quelque chose de plus précieux que l'acceptation familiale. J'avais trouvé un but, une communauté, et plus important encore, je m'étais trouvé moi-même. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une punition. Parfois, c'est simplement de refuser de se faire petite. Construire une vie si brillante que ceux qui ont essayé de vous éteindre ne peuvent s'empêcher de le remarquer et de réaliser, trop tard, ce qu'ils ont perdu en choisissant de ne pas vous voir en premier lieu.